domaine des Orpelières à Sérignan-Plage, qui, on l'espère, va être bientôt restauré, en tous les cas la toiture, pour que cette œuvre puisse être préservée. Dado nous a quittés en novembre dernier, 2011 même, donc 2010, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Et donc au moment de sa disparition, évidemment, on a eu la volonté de lui rendre hommage et on a organisé cette exposition grâce à de nombreux collectionneurs, mais aussi la famille de Dado. Donc je remercie aussi par là toute la famille de Dado, en particulier sa fille Amarante. Et donc cette exposition, c'était l'idée de montrer aussi une part du travail de Dado qui est moins montré au public, c'est-à-dire le dessin et la gravure. Donc avec le cabinet d'art graphique qui lui a été entièrement consacré, grâce au prêt notamment de gravure de son taille-poussier Alain Ponthieu, avec qui il a travaillé pendant plus de 40 ans. Voilà, alors malgré tout dans cette salle, il y a aussi un ensemble de dessins, d'œuvres peintes, des collages. Et donc Charlotte Valigora, qui est historienne de l'art et directrice de la Fondation Rustin à Paris, qui a fait une thèse sur la vie artistique russe en France au XXe siècle, a accepté de venir donner cette conférence. Il se trouve qu'elle a déjà réalisé une conférence il y a 1 mois ou 2 mois au Centre Georges Pompidou, puisque le Centre Georges Pompidou nous a précédés et a aussi accroché une salle en hommage à Dado, où actuellement vous pouvez voir 4 œuvres majeures. Et Charlotte Valigora avait réalisé une conférence sur une œuvre qui est un des chefs-d'œuvre de Dado, qui est La Grande Ferme, donc qui est actuellement présentée au Centre Georges Pompidou. Et je crois qu'elle va nous en montrer une image. Voilà, donc je la remercie très chaleureusement d'avoir bien voulu venir jusqu'à Sérignan et surtout d'avoir entièrement travaillé le sujet pour Sérignan, qui est Dado et le dessin. Donc c'est un vrai travail aussi, qui a été fourni spécialement pour le musée et en lien avec l'exposition. Merci Charlotte. Merci à vous. Et merci à vous d'être venu pour entendre donc cette conférence sur Dado et le dessin dans l'œuvre de Dado. Le dessin dans l'œuvre de Dado a une position tout à fait particulière, rarement préparatoire si l'on accepte un dessin préparatoire connu, qui est celui-ci, pour la crucifixion, une huile sur toile de 1955, donc une œuvre de jeunesse qu'il a exécutée, réalisée lorsqu'il était à l'école des Beaux-Arts de Belgrade et vivait encore au Monténégro. Donc ça c'est la crucifixion de 55 et qui est directement inspirée par les lamentations sur le Christ mort d'Andrea Mantegna de 1480, tableau très connu. C'est un motif, un sujet, donc ce corps vu en raccourci qu'on va retrouver dans l'œuvre de Dado à plusieurs reprises, dans ce dessin sans titre de 1956 sur papier, et Frida de 1973. Donc un motif que Dado va réutiliser et réemployer plusieurs fois dans le cadre de sa carrière. Le dessin est un ensemble à part entière et à observer à distance de la peinture, mais à la bonne distance. L'œuvre de Dado est une des œuvres les plus polymorphes de la seconde moitié du XXe siècle. Dado est dessinateur, nous allons voir ensemble, mais il est aussi, tout le monde le sait, peintre. Je vous présente le Massacre des Innocents de 1959, qui est conservé au Centre Pompidou à Paris et qui est un des chefs-d'œuvre de la période dite des figures minérales, donc de la fin des années 50. Dado est graveur, il est largement représenté dans le cadre de cette exposition en tant que graveur. Je vous présente sa première gravure qui date de 1966, qui a été imprimée par Alain Ponthieu, avec qui Dado va travailler jusqu'à la fin de sa vie. Il est correcteur de livres entre guillemets, à la gouache ici, la série des têtes couronnées, qui date de 2008. Enfin, il est muraliste ou envahisseur de murs, la cuisine de sa maison à Érival. Donc, on parlera au sujet de l'œuvre murale de Dado, d'œuvre in situ, dont les aboutissements magistraux sont, bien entendu, Hélène en a parlé, les Orpelières de Sérignan.
réalisé entre 1994 et 1999, véritablement investi par l'artiste. 99, date à laquelle il commence à travailler dans un autre lieu pour une autre œuvre in situ, qui est la chapelle Saint-Luc de Gisors, où il va réaliser ce qu'on appelle le jugement dernier. Enfin, Dado est assembleur ou installateur. Il y a toute une série d'assemblages qui sont présents dans le site des Orpelières. Cette part de l'œuvre est consacrée dans le cadre de la Biennale de Venise en 2009, où Dado représentait son pays, le Monténégro. Et je vous montre le premier assemblage monumental qu'il a réalisé, qui est la traction avant, qui date de 1968-1975. Cette œuvre et la déclinaison des supports tels qu'on la vit chez Dado se réalise à Paris puis à Hérouval sous l'égide d'un peintre français qui s'appelle Bernard Réquichot, une photo de Bernard Réquichot qui est né en 1929 et qui décède en 1961. C'est la seule filiation assumée par Dado, voire même revendiquée en dehors de l'histoire de l'art et de tout un pan de l'histoire de l'art dont il va s'inspirer. Je vous ai montré l'influence qu'a Mantegna. On peut citer un autre artiste. En réalité, Dado est un passionné de peinture, véritablement, et de peinture depuis les origines mêmes du christianisme. Donc il y a Mantegna, mais il y a aussi, on peut établir un parallèle, et notamment dans l'œuvre gravée et dans l'art du dessin, avec Martin Schongauer. Ici, c'est la Tentation de Saint-Antoine, qui date de 1470-1475. On peut faire un parallèle avec l'œuvre de Dado pour l'imaginaire triomphant et la façon dont Schongauer va imaginer des monstres qui ont plusieurs formes, qui sont à la fois animaux, humains, qui combinent une série de règnes véritablement humains et animaux. Donc on retrouve ce type de monstres et de créatures dans l'œuvre de Dado relativement tôt. Alors ici on a un dessin qui s'intitule Le cycliste et qui date de 1956, donc on voit très bien que la figure du cycliste est entourée de bestioles et de personnages chimériques, en fait d'animaux qui sont véritablement chimériques. Et enfin pour la composition, l'aération et l'envol de la figure, un dessin un peu plus tardif qui date de 1980-81 qui s'intitule Bangadou. Pour la petite histoire et pour faire un retour et une présentation de l'artiste, Dado est né en 1933 à Cetigné, au Monténégro, et il entreprend des études artistiques à l'école des beaux-arts d'Arcec Novi, dans la classe de son oncle peintre Mirko Plijačić. Alors on voit Dado qui est entouré d'une sphère rouge. Ce qui est intéressant, c'est que Dado a entrepris des études artistiques dans le cadre d'études vraiment secondaires. Donc il va faire ses études aux Beaux-Arts d'Arcec Novi jusqu'en 1952, date à laquelle il va intégrer l'école des Beaux-Arts de Belgrade jusqu'en 1956. À l'Académie des Beaux-Arts de Belgrade, dans ces années de formation pour Dado, donc dans les années 50, se forme un mouvement qui s'intitule Mediala, qui est un mouvement très important pour le reste de sa carrière et qui semblerait avoir été initié par Dado. En fait, on n'en est pas tout à fait sûr, mais il est visité par les membres de ce mouvement lorsqu'il est à Paris, enfin en tout cas à Hérouval en 1969, et les membres affirment que Dado a été l'initiateur et le porteur des pensées du mouvement Mediala. Donc ce mouvement a plusieurs caractéristiques. La première, c'est l'obsession du vivant et de la mort qui est traversée par une imagination débordante et par la fantaisie. Mais par la fantaisie, on va entendre en fait le caractère, c'est pas vraiment le caractère fantastique ou surréaliste tel qu'on va l'entendre en Occident, c'est véritablement une transfiguration de la réalité de manière véritablement fantaisiste. On ne peut pas vraiment appeler des choses autrement. La deuxième caractéristique du mouvement est un lien extrêmement fort avec le passé qui est cultivé par ses membres. Donc, encore une fois, je vous ai montré dès le départ le lien entre Dado et un certain pan de l'histoire de l'art. Et enfin, une attention, une affection très particulière réservée à l'art du dessin. Mais Dado a dessiné dès son enfance, dès sa plus tendre enfance. C'est un penchant que sa famille a d'ailleurs largement cultivé et véritablement permis d'accroître. Sa mère lui avait prédit qu'il deviendrait le Walt Disney de la peinture. C'était une phrase qui, semble-t-il, elle répétait souvent. Donc le dessin est omniprésent dans la vie, est très important dans la vie, dans la carrière et dans l'œuvre de Dado depuis son enfance.
1956, fin des études à l'école des Beaux-Arts de Belgrade, Dado va quitter son pays et arrive à Paris le 15 août 1956, où il va s'établir et vivre pendant 2 ans, jusqu'en 1958. La date 58 est très importante dans sa vie. C'est tout d'abord la date de sa rencontre avec Daniel Cordier, qui va devenir son marchand et un éminent défenseur de l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Donc Dado est présenté à Daniel Cordier par Jean Dubuffet et par Ernst Egon Kalinowski, qui est un peintre allemand établi en France, qui vont véritablement craquer sur les dessins de l'artiste. Encore une fois, le dessin joue un rôle très important. Ses œuvres sont présentées à Daniel Cordier, qui tombe sous le charme et qui, la même année, lui organise la première exposition monographique dans la galerie du même nom à Paris. C'est à Daniel Cordier, d'ailleurs, que l'on doit la sauvegarde d'un ensemble donné dans les années 80 au Centre Pompidou. C'est l'occasion pour moi de placer qu'il y a un ensemble très important et conséquent de 135 œuvres sauvegardées grâce à Daniel Cordier, qui est présent au Musée national d'art moderne. Bernard Réquichot, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, est un artiste de la galerie Daniel Cordier. Il a rejoint la galerie en 1957 et la rencontre avec Dado a lieu en 1958. De là naît une profonde amitié qui est à la fois artistique et humaine. Bernard Réquichot est une figure très singulière de l'art français de cette époque. C'est un artiste qui est peintre, qui est assembleur, qui est dessinateur, qui mélange un certain nombre de techniques sur un même champ, quel qu'il soit. Une partie de ses œuvres sont conservées au Centre Pompidou et avec Dado, le point culminant de leur amitié était l'équarrissage de la Belay. Ensemble, ils allaient à l'équarrissage ramasser des ossements qui leur permettaient de réaliser les premiers assemblages dans le prolongement des reliquaires pour Réquichot. Et on voit l'attraction à vendre qui naît dans les années 68 pour Dado. Donc rien à voir avec Dado en termes de sujet, mais toujours est-il que la polymorphie de l'œuvre dont je vous ai parlé va naître chez Dado, véritablement en regard de l'œuvre de Bernard Réquichot. Un hommage sera peint par Dado à la demande de Daniel Cordier, puisque Bernard Réquichot se suicide en se défenestrant en 1961. Dado perd donc son ami et son visionnaire, celui qui l'a véritablement initié à la culture française dans le cadre de ses 2 premières années dans notre pays. Cet hommage est le tableau qui est à l'écran, La Grande Ferme, hommage à Bernard Réquichot, peint en 1962-63, qui est conservé au Centre Pompidou, et qui a été peinte pendant 1 an. Ce tableau est fondamental dans l'œuvre de Dado, parce que dans cette œuvre est fixée toute la philosophie et la métaphysique de l'artiste. C'est une œuvre phare, manifeste et genèse à la fois de tout ce qui va suivre. 58, date importante, c'est la date où, donc première exposition, arrive à Paris, première exposition à la galerie Daniel Cordier, et il quitte Paris pour aller s'installer dans le Vexin français, à Hérouval. Donc on voit ici son atelier, la vue d'un de ses ateliers. Donc dans le moulin d'Hérouval, près de Gisors, où il vivra et travaillera effectivement jusqu'à son décès le 27 novembre 2010. Pour en revenir au dessin et au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui tout particulièrement, j'ai parlé au début de cette conférence de bonne distance par rapport à la peinture, de garder vraiment la bonne distance lorsqu'on observe le dessin, c'est pas toujours très évident. Parce que quel que soit le médium que Dado utilise au cours de sa carrière, le sujet, mis en place dès son enfance, en tout cas dès la période de formation, bien avant son arrivée à Paris et au Monténégro, restera le même. Le sujet de Dado peut être résumé assez simplement à travers le corps dans sa réalité charnelle et organique, dermatologique, souvent monstrueuse entre guillemets. Il rend compte d'une humanité profondément brinque-ballante qui s'agite dans une espèce de rouage, sans queue ni tête, et surtout sans espoir. C'est un sujet de débat, j'y reviendrai en fin de parcours. Et surtout, les aspects de l'œuvre de Dado, qu'il s'agisse de peinture, d'assemblage, de dessin, de gravure, quel que soit le médium, se nourrissent tous les uns des autres en permanence. Alors à mon sens, une hiérarchie persiste, et notamment la suprématie de la peinture, mais pas à pas, le dessin deviendra aussi impérieux que la peinture et est à considérer véritablement à la lumière de son autonomie.
Christian Derouet, dans un texte de 1982, parle, lorsqu'il évoque le dessin chez Dado, de repli stratégique, mais d'une œuvre finalement envahissante. Dado a été un dessinateur méticuleux, accompli, prolifique. Dans le cadre d'un entretien avec Michel Pépia, qui est publié en 1978-1979 dans le cadre d'une exposition de dessin à la galerie Isi Brachot à Paris, Dado déclare, je le cite, « Je dessine pratiquement tous les jours, surtout quand il n'y a plus de lumière, vers le soir ou pendant l'hiver. Après la fatigue des grands tableaux à l'huile, les dessins à la plume étaient censés être un genre de repos, ou du moins un moyen d'échapper à la peinture et de la retrouver avec d'autres yeux. Seulement, il est aussi difficile de sortir un bon dessin qu'un bon tableau. » J'ai parlé de polymorphie de l'œuvre et je crois qu'on peut parler également de polymorphie du dessin, tant au niveau des supports qu'au niveau des techniques. Dado va dessiner à la plume et à l'encre sur papier, ici encre noire et rouge, œuvre de jeunesse toujours, le Saint-Jérôme de 1955. À l'encre et au lavis d'encre sur papier, dessin qui est présenté dans le cadre de cette exposition, sans titre, on parle de parties de tennis assez signées, absolument, 1955. À l'encre et à l'aquarelle sur papier, autre exemple, toujours un dessin sans titre qui date cette fois de 1974. Au crayon de couleur, les années 80, Histoire naturelle de 1981, sur papier toujours bien sûr. Les années 80 sont vraiment, je diffuse cette petite information maintenant entre parenthèses parce que j'y reviendrai un peu plus tard. Ce sont vraiment des années de passion et de fascination pour Dado, de Dado pour le règne animal et pour Buffon. Enfin, il dessine à la gouache. On parle de dessin pour ce type d'œuvre sur papier. Dessin sans titre 2009, présenté également dans le cadre de cette exposition. Puis au stylo et au feutre sur un Kleenex dans le cadre d'une hospitalisation en 2009. Donc véritablement un support aussi, ce qui lui tombait sous la main à ce moment-là. Et pour le site web, quelques mots donc sur le site web et pour l'énumération des supports et des différentes techniques. Dado a réalisé un certain nombre de croquis exclusivement destinés à son site internet dado.fr. Alors il y aurait une conférence à faire pour le site en lui-même qui est une œuvre à part entière, et c'est véritablement une œuvre à part entière, puisque c'est Dado qui l'a pensé, c'est Dado qui l'a nommé. Il a réalisé un certain nombre d'œuvres spécialement destinées à être reproduites sur ce site internet, dont cette série, Les Ivrognes du Perche, qui sont des dessins à l'encre de Chine sur des livres de contes, donc du papier de récupération. Je vous en montre deux, un simple croquis personnage avec le texte, et un ensemble de personnages qui, une fois encore, s'élèvent et hurlent. Donc pour Dado, tous les moyens sont bons dans le domaine du dessin. N'importe quel bout de papier peut lui servir de support. La preuve en image, se faire part de remises, de médailles et de titres de chevalier de l'ordre des arts et lettres. Donc on a vraiment ici son croquet, quelques formes anthropomorphes, qui peuvent ne pas avoir d'importance, mais il avait l'habitude de faire ce genre de petits croquis en permanence, même lorsqu'on allait le voir à l'Orival et qu'on s'entretenait avec lui. Il était toujours en train de dessiner des petites formes de cet ordre-là. Donc du simple croquis à la composition ambitieuse, le dessin de Dado est finalement tout aussi riche et tout aussi complexe que sa peinture. Et d'ailleurs, la frontière entre le dessin et la peinture sera parfois très difficile à cerner. Alors, exemple, dans les années 70, une série tout à fait particulière qui est très caractéristique de cette époque. Je vous présente ici un diptyque qui est conservé au Centre Pompidou, un diptyque assez monumental qui date de 75-76, le diptyque des Rouval. Donc ça, c'est l'huile sur toile. Et West Hampton de 1978, qui est un dessin, ou considéré comme un dessin, qui est une œuvre sur papier. C'est à la gouache. Dado a réalisé ce dessin sur papier à la gouache. La question qui se pose parfois dans le dessin, y compris pour les gouaches précédentes que je vous ai montrées, c'est est-ce qu'on est face à de la peinture ou est-ce qu'on est face véritablement à du dessin? Il y a une frontière qui n'est pas toujours très claire. Exemple encore, un livre corrigé pour Shanghai en septembre 2010
à la gouache toujours et qui va dans le sens de ces gouaches que je vous ai montrées précédemment. Alors Dado était conscient de ce phénomène et il, dans l'entretien avec Pepia dont je vous parlais, avoue, entre guillemets, il y a une grande complicité, je crois, entre mes tableaux et mes dessins. Ils se font à un rythme différent, mais aussi dur et lent l'un que l'autre. Parfois, je sentais que la peinture commençait à se manifester trop dans le dessin, quand le dessin devenait trop liquide, trop modelé, et j'ai dû arrêter tout de suite et recommencer. Bon, c'est véritablement, je pense, ce qui se passe dans les exemples que je viens de vous montrer et de mettre en parallèle avec la peinture, notamment pour la série des années 70. Quoi qu'il en soit, les principes inhérents à la peinture se retrouvent dans le dessin et inversement. La perfection du trait, la virtuosité de la ligne sur éclair, l'émergence du sujet noir sur fond blanc lorsqu'il dessine à la plume, et quelle que soit de toute façon la technique qu'il va utiliser, ce qu'on a sous les yeux est parfaitement clair en termes d'émergence de la figure par rapport à son support, et la représentation, la maîtrise bien sûr, de la représentation des motifs qui sont écroués véritablement en un seul trait. On a vraiment cette impression sur une feuille dont ils sont prisonniers et au sein de laquelle ils s'agiteront pour l'éternité. Christian Derouet, toujours, affirme que dans le dessin de Dado, tout est rapide, imprévu. C'est effectivement la sensation que l'on a au premier regard. On a l'impression qu'il y a une aisance d'exécution, une rapidité et une facilité véritablement d'exécution. Dado commence toujours par une image qui est totalement improvisée. Il en parle lui-même. Je suis incapable d'imaginer un dessin, de le sentir dès le départ. Je n'ai jamais su ce que c'est d'avoir une idée dans ce sens-là. Cette image improvisée qu'il débute sur la feuille, quelle qu'elle soit, il ne cesse de la transformer. Ce qui est parfaitement visible dans la gravure, par les différents états qui sont imprimés et qui sont donc fixés, qu'on a pu conserver, c'est présenté de façon tout à fait admirable dans le cadre de cette exposition et dans le cabinet des arts graphiques. On voit vraiment les différents états et la façon dont il a retravaillé les plaques. Je vous montre deux exemples qui ne sont pas présentés ici. Le puisatier. Donc retenez le petit personnage central qui se trouve juste derrière le chien au milieu. Donc ça c'est le premier état, c'est une gravure imprimée toujours par Alain Controux qui date de 1974. Et de la même date, la même année, donc quelques mois plus tard, Dado retravaille la plaque et réalise le puisatier 2. Est-ce que vous voulez que je revienne en arrière pour que vous voyez la figure ou c'est tout le monde a bien vu? Parfait. Donc Dado retravaille la gravure. En peinture, c'est exactement la même chose. La peinture ne cessera jamais de se modifier, de bouger, et on a toujours plusieurs états. Alors un exemple, l'école d'Ivo de 2006, qui est donc une peinture relativement tardive. Premier état en mars 2003. Le second état en juillet 2003. La peinture a été retravaillée. Le troisième état en septembre 2003. Et enfin, le dernier état à la fin de l'année 2003. Dado disait sur ce point, un tableau qui a vraiment une vie à lui a au moins une dizaine de tableaux en lui. Il a été 10 fois terminé et c'est la 10e fois qui compte. Finalement, ça rayonne de ces 10 tableaux effacés. C'est un discours qu'il tient à Germain Viat et à Marcel Billot le 6 novembre 1969. Et c'est une technique qu'il va garder et qui restera en place jusqu'à la fin de sa carrière. Dans le dessin, les choses se passent de façon parfaitement différente. Dado a beaucoup dessiné à la plume, essentiellement. Et dans le dessin à la plume, il ne peut défaire à sa guise comme il se plaisait à le faire dans la gravure et dans la peinture. La plume ne suppose aucune hésitation et aucun repentir. Et lorsque Michel Pepia demande à Dado si dans le dessin il retouche et reprend ses motifs comme il a l'habitude de le faire, il répond « Non, c'est justement ça qui est terrible dans le dessin à la plume. Tout reste, tout est enregistré comme une espèce d'électrocardiogramme. » La problématique du dessin est donc parfaitement différente. Ses exigences techniques le sont tout autant que la peinture et que le reste de l'œuvre. Cette problématique est celle de la forme et de sa viabilité au sein d'un vide qu'est le fond blanc. Tout dans l'art du dessin à la plume chez Dado va se situer entre la surface tracée à l'encre noire
et la profondeur du blanc. Une fois le sens de l'œuvre et le sens du sujet passé, il s'agira pour Dado de tout un travail qui possède ses propres exigences et qui devra sonner. On est véritablement avec ce type d'œuvre dans le registre de la composition. En apparence, Dado avait lui-même parlé de liberté et de se libérer par rapport aux exigences de la peinture. Le dessin est nettement moins aliénant que la peinture. Il avoue lui-même que cette technique le libère. Mais il dit également, et je continue à le citer, dessiner à la plume, c'est disons 60 fois plus lent d'exécution que de dessiner à la mine de plomb. La plume te freine et il faut presque entailler le papier comme un tatouage parce que le papier a une grande vulnérabilité, un côté d'herbe. Je voulais, chaque fois que j'étais plongée dedans, que la feuille subisse comme une pluie de venin, mais qu'elle devienne finalement belle. Le côté d'herbe du papier et du travail à la plume sur papier. Je vous montre l'atlas de dermatologie et aborde le sujet des collages. Il est présenté dans la salle juste à côté. Collage de 1975, les grands collages des années 70 dans lesquels, c'est parfaitement visible, intervient le dessin préparé, intégré dans la composition et collé. Mais je vais insister sur ce qu'il a dit et sur le côté d'herbe. Dado a plusieurs passions, la peinture, bien entendu, comprendre l'histoire de la peinture, la littérature, la musique, les mondes minéraux, végétaux, animaux, tout ce qui en marge de l'humanité se réfère au vivant, antémoral. Exemple, les oiseaux d'Irène, qui sont considérés également comme du dessin, mais qui en réalité sont imprimés sur des planches ornithologiques, où la figure préparatoire est prolongée par un trait de gouache. Donc là, ce sont des dessins réalisés à la mémoire d'Irène Nemirovsky, décédée à Auschwitz en 1942. Et pour en revenir à ses passions, donc le passion du vivant, de l'entomologie, le passion des mondes minéraux, végétaux, animaux, la passion de la médecine, et par médecine nous entendrons la dermatologie et l'anatomie. Alors Dado éprouve depuis sa plus tendre enfance une fascination pour la peau et pour la difformité. La peau fait toujours l'objet chez lui d'une attention particulière. Pour la petite histoire, sa mère enseignait la biologie à Cetigné, son père était cadre hospitalier, et son grand-père, enfin, le docteur Jovan Kujacic, a été un des premiers médecins hygiénistes du Monténégro. À propos de ce travail sur le corps, Dado parlait lui-même de virus. Dans le cadre d'un entretien avec Catherine Millet et Jacques Henrique, publié en 2009, il explique « Comment ai-je attrapé le virus que je traîne toujours ? Un jour, mon père souhaita que je rencontre un chirurgien fameux qui soignait Tito, le docteur Zagovic. Ce médecin avait comme patient un petit garçon qui avait un bec de lièvre, et le travail que me commanda le chirurgien consistait à faire un dessin très académique du bec de lièvre. Je me souviens très bien les dessins que j'ai faits de la lèvre supérieure qui s'ouvrait sur des petites dents de chat. Et cette difformité fascinante va petit à petit retenir son attention et s'infiltrer dans l'œuvre de façon à la composer intégralement et entièrement. Alors dans cette vitrine, dans cette vue de vitrine de l'exposition, qui fait partie de la collection Villefan. La collection Villefan est très importante parce que c'est un des ensembles uniques de collections de dessins des années 50, avant que Dado quitte le Monténégro pour Paris. Et dans cette vitrine, il y a les deux dessins de gauche, du haut et du bas. Donc le portrait de Danilo Kiss et Coloredo en bas, qui m'intéresse particulièrement pour illustrer ce que je viens de dire et le discours de Dado sur cette fascination sur la difformité et ce travail sur le corps qui va se mettre en place. Ce sont donc des dessins de l'époque de l'Académie des Beaux-Arts de Belgrade. On voit très bien, c'est pas très clair, l'image est un peu petite, mais que dans un premier temps, Dado va déconstruire le corps humain. C'est-à-dire qu'on voit une oreille qui est placée sur la feuille blanche à gauche du personnage, une bouche en train de crier, et puis on a en dessous Coloredo, c'est le portrait des frères siamois Coloredo. Donc on a vraiment cette fascination pour les sujets difformes. Et dans ce dessin-ci, donc son titre de 1957, c'est encore plus clair. On a vraiment l'isolation des parties du corps.
Tout ça va se transformer petit à petit. On est dans la mécanique du corps. Pour la période de jeunesse, on est vraiment dans la représentation d'un corps qui est mécanisé. Et on est vraiment dans l'expression, sous cette forme, d'une mécanique corporelle qui se met en place de façon presque fantastique. Mais un peu plus tard, et notamment après son arrivée en France, c'est dans le motif même d'une silhouette anthropomorphe qui est parfaitement représentée par l'artiste, le détail anatomique va être représenté comme si le personnage était parfaitement dépecé. Donc on passe véritablement de la décomposition et de la déconstruction du corps à la réinvention du corps dans une perspective anatomique et dermatologique. Le corps humain, pour Dado, correspond à l'univers tout entier. C'est quelque chose qu'il a souvent répété. Pour lui, c'est l'écho, les organes, les viscères et le corps vus dans cette perspective anatomique et dermatologique, la correspondance de l'univers et du monde entier. Il y a aussi une fascination chez lui qui a souvent été évoquée et dont il m'avait parlé, qui est celle du livre de Job. Il avait été très impressionné par le livre de Job, déclarant que pour lui c'était un livre absolument superbe qui correspondait au destin de tout le monde. Le livre de Job, je vous rappelle que Job est atteint d'un ulcère malin qui est transmis par Satan, et celui de la pauvreté et quelque part de la pourriture sur un tas de fumier ou sur un tas de cendres. Alors on imagine bien que la lecture de ce livre a eu chez Dado un écho absolument formidable. C'est à l'acceptation d'une condition humaine commune à travers ce sujet et à travers l'acceptation d'un corps charnel, putrescible et périssable que Dado nous convie, une condition humaine et une œuvre aux accents de vanité qui se déploient en permanence sous nos yeux lorsqu'on est confronté à son œuvre. Les différents sujets abordés dans le dessin et en relation avec ce sujet, la feuille est le moyen pour Dado, depuis ses débuts, de travailler la représentation du corps, ça c'est suffisamment clair, mais aussi de la chair. Donc, parce que j'ai parlé d'anatomie, mais on va maintenant évoquer la dermatologie. Donc un dessin sans titre de 1960 qui me paraît suffisamment clair en termes de recherche pour la représentation d'une peau qui est parfaitement boursouflée, vérolée et atteinte d'une maladie qu'on peine à nommer, mais qui est parfaitement visible sur le champ. Alors ce travail sur la peau nous montre que le dessin est aussi pour lui l'occasion de répéter un motif. Ce qu'on voit parfaitement ici, il n'est pas rare dans les années 50 et dans les années 60 de voir un même motif, une tête en différents états, se répéter régulièrement sur une même feuille. Donc c'est un cas à part dans l'art du dessin. Celui-ci date de 1959 et il y a en réalité trois thèmes majeurs qui vont être abordés dans l'art du dessin. La chair, je vous l'ai montré précédemment, avec un cadrage souvent sur le visage, mais qui n'exclut pas la représentation du corps. En tout cas, ce sera toujours la peau et le visage à laquelle Dado réservera une attention tout à fait particulière. L'anatomie, on en a parlé, un corps ou une tête qui va être composé anatomiquement, décomposé et recomposé. Alors un exemple ici d'un crâne à l'intérieur duquel on voit un certain nombre de viscères et toute une série d'organes qui sont complètement agencés de façon anormale, je dirais, mais où Dado entre véritablement dans le registre de la création et de l'imagination. Là, son imaginaire va véritablement commencer à triompher. Donc c'est un dessin au crayon, cette fois-ci sur papier, qui date de 1968. Alors ces dessins-là sont très particuliers parce que c'est comme une espèce de syncrétisme de déchets organiques en fait. On voit pas ce ne sont pas vraiment des déchets, mais ce sont des syncrétismes d'organes humains. Ces syncrétismes vont évoluer et à partir de ces syncrétismes, il va commencer à imaginer ces personnages. Alors un cochon qui date de 1963, qui sont mi-homme, mi-bête, qui présente vraiment une confusion des genres et une confusion des règnes. Alors cette confusion des genres et cette confusion des règnes est parfaitement visible dans ce tableau dont je vous ai parlé au début de la conférence, qui est la grande ferme de 62-63, et où on voit véritablement
4 types de figures humaines qui vont s'agencer ensemble pour composer une scène qui est véritablement étriquée et pas très bien reproduite malheureusement. Mais les 4 types de figures humaines que Dado va inlassablement travailler plus tard en peinture ou dans le dessin. Il y a un grand personnage bleu qui se trouve à gauche de la composition, qui fait partie des figures imaginaires, telles que je vous ai présentées. Il y a des personnages, je vais me lever pour vous les présenter. Il y a des personnages dermatologiques, tels que je vous les ai montrés ici et là, à cet endroit-là. Les figures imaginaires, des figures minérales qu'on ne voit pas très bien, je suis désolée pour la reproduction. Et enfin, des syncrétismes organiques qu'on ne voit pas très bien non plus, mais un ici, alors avec un pied, des reins, un cœur, des intestins, et enfin cette espèce de masse qui représente encore une fois un membre et toute une série d'organes qui sont comme mouvants et qui se mettent plus ou moins à bouger au sein de la composition. Alors au-delà du travail accompli en termes de représentation de la figure humaine et du corps où triomphe véritablement son imaginaire, il y a toute une série de dessins à ne pas perdre de vue et à la composition tout aussi ambitieuse que la composition picturale et où le vide dont je parlais tout à l'heure est parfaitement visible et témoigne de son importance. La composition tenant sur un fil extrêmement précaire sur lequel se maintient un équilibre des figures et de l'ensemble dans un souffle parfaitement baroque. Alors, le dessin qui est reproduit et présenté dans la salle juste à côté, c'est Bungalow Joséphine, qui date de 1971. Je vous en présente un second, qui est beaucoup plus complexe, antérieur de 10 ans, 1961, et qui est beaucoup plus proche de la grande ferme et des compositions du début des années 60, qui s'intitule Danger. Et enfin, Hérouval, Taxidermie, qui date de 1976. Les 2 derniers dessins que je viens de vous montrer me permettent d'aborder un autre principe évolutif dans l'œuvre de Dado, valable dans le dessin comme dans la peinture. Dans le cadre de la décennie des années 60, le décor que vous voyez, donc le sol, la ligne d'horizon qui est tracée et les figures qui sont posées donc, sur ce type de support, va avoir tendance à disparaître, ce qu'on voit très bien d'ailleurs dans les collages des années 70 aussi, et se produit une forme de libération du sujet et de libération de la figure. Ce qu'on voit très bien ici, lorsque Dado abandonne le décor, que ce soit dans le dessin ou dans la peinture, on assiste à une espèce d'ascension et d'aération de la composition. Et le vide, qui a parfois été perçu comme un vide angoissant par un certain nombre d'auteurs qui abordaient l'œuvre de Dado, peut être en réalité perçu comme une aération qui, pour moi, a un antécédent et est véritablement perceptible dans toute la peinture religieuse baroque. On assiste à une véritable envol et une aération de la composition et à un envol de la composition. J'avais posé cette question à Dado qui m'avait dit mais absolument, c'est le principe même de la composition autant dans le dessin que dans la peinture, tel que ça se produit en tout cas dans les années 60 et qui est illustré ici par le dessin. Pour le sens de l'œuvre, il est question, pour ce type de composition, son œuvre a souvent été qualifiée d'architecture mentale. Je pense qu'on ne contredira pas ce type de qualificatif. À travers le dessin et à travers tous les aspects de l'œuvre, Dado imagine, réinvente. Pour moi, en fait, il traduit et transpose la réalité du monde à travers le prisme d'une existence marquée par les barbaries du XXe siècle. Le discours de Dado sur l'humanité est mis en place dès les années 60, voire même avant. C'est avec la grande ferme vraiment qu'il fixait véritablement sa métaphysique picturale. Dado grandit pendant la guerre, il dit sur ce point « La guerre que j'ai vue, c'est par les mots que je l'ai entendue. Moi, je suis très content de ne pas avoir vu toutes ces horreurs-là, mais au fond, tu les vis plus que si tu les avais vécues. » Le 13 janvier 1944, c'est une histoire anecdotique que beaucoup de gens connaissent, mais qui je trouve importante à raconter une nouvelle fois.
qui peut être perçue comme une forme d'anecdote, mais qui est très importante pour comprendre son travail et l'orientation de sa peinture, en tout cas le regard qu'il va porter sur l'humanité. Donc le 13 janvier 1944, 2 partisans, un Albanais et un Monténégrin, sont pendus publiquement par les nazis à Cetinje. Dado en avait parlé et il m'avait dit, pour aller chez tante Julie, il vivait à l'époque chez sa tante Julie à Cetinje au Monténégro, il avait 11 ans, il fallait traverser la place du marché où étaient pendus 2 partisans en janvier. Ils étaient là dans un arbre, c'est terrifiant. Et il fallait absolument que je passe par la place du marché à côté des pendus. Ces 2 pendus me hantent toujours. J'ai récemment découvert une photo, c'est cette photo-ci. Cette photo m'a fait vachement peur. Ce sont les 2 pendus qui sont debout. Et dans la rue, on voit la perspective de la foule qui arrive pour le spectacle. Mes parents et moi-même, nous ne sommes pas allés au spectacle. Mes parents étaient des gens bien et les autres cons regardaient ça. La fin de la citation est très importante parce qu'à ce moment-là, il se passe, je pense, dans l'esprit de cet enfant quelque chose de très important. Il réalise l'indécence avec laquelle on observe un spectacle qui est parfaitement écœurant et indigne. Il ne comprend pas comment on peut aller voir et regarder ce type de scène. Le futur peintre est ainsi confronté au plus absurde dans sa petite enfant, et ça continue quelques années plus tard avec un autre régime, puisque sous Tito, et avant de venir à Paris, Dado fait de la prison. C'est une expérience qui va durer 3 semaines. Dans le cadre d'une visite de Khrouchtchev en Yougoslavie, Tito décide d'enfermer les marginaux, parmi lesquels Dado. Il explique dans un entretien qu'il a donné à la presse en 2009 à quel point l'expérience de la prison a été pour lui parfaitement difficile. Et d'ailleurs, il me semble qu'il explique qu'il avait trouvé de quoi dessiner, de quoi continuer à dessiner en prison. Les 2 pendus en question, je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est la seule fois de sa vie qu'il les a représentés, sont les 2 planches qui sont fixées en apesanteur aux Orpelières de Cédrignan. C'est un hommage qui a été fait à ces 2 partisans. Donc on a vraiment la représentation des 2 pendus dans une œuvre in situ. Dado n'est pas misanthrope pour autant, car nous sommes toujours sauvés dans son œuvre par un rire, un sourire, un personnage qui grimace, ou par un éclat de rire. Exemple ici, un ivrogne du Perche, tout simplement croqué, qui est véritablement en train, à mon avis, de pleurer de rire. Et ça, pour moi, c'est véritablement Dado. C'est une façon, cette façon qu'il a, en dépit d'un regard parfaitement lucide sur l'humanité dans laquelle il a été projeté, on est toujours sauvé, soit par la peinture, par la grâce de la peinture, par la jubilation de la peinture, par la jubilation du dessin, par l'excellence du trait, ou par ce type de vision et de personnages qui finissent toujours à un moment ou à un autre par nous faire sourire. Ce rire, moi j'en ai trouvé la définition dans un livre de Romain Gary, dans La nuit sera calme, où Romain Gary définit un éclat de rire salvateur qui est, selon Gary, un rappel à l'humilité. Donc on est encore dans un registre de vanité, et un rire qui pour Gary se situe au-delà de la haine, de l'aigreur et de la colère, donc un dépassement de ses émotions. Moi j'avais posé à Dado la question de la sempiternelle histoire des hommes entre eux. Je lui avais posé la question d'un parallèle avec Céline et d'une vision misanthrope de l'humanité, d'un Dado face à la vie, face à la mort, d'un Dado face à l'histoire, tragique bien sûr, et face à l'éternelle histoire des hommes entre eux. Et Dado m'avait répondu de façon très particulière. Il avait parfaitement éludé, mais il a répondu tout de même. Et il m'avait dit, il y a une chose qui me jette un trouble en permanence, c'est à chaque fois que je vois une chose comme on dit bêtement belle. Disons les tout premiers bourgeons de ce sol qui est derrière vous, c'était à Hérouval, il y avait le parfum d'Hérouval derrière moi, avec l'étang d'Hérouval, les arbres et toute la nature au sein de laquelle il se trouvait pour créer au quotidien. Donc derrière vous, au mois de février, vers la fin février, il commence à faire des petits bourgeons de feuilles, et ensuite il y a les papillons extraordinaires. Les papillons, les fleurs, les canards. Là, sur l'étang, il y en a un qui est magnifique. Dado me répond donc de cette façon, ce qui signifie qu'il y a chez lui une fascination, un amour, en tout cas, s'il y a un regard lucide sur l'humanité, il y a en tout cas un amour profond et sincère du vivant qui est un véritable moteur pour lui, et une forme de salut.
Dado a conquis assez tôt les cimaises des musées dès les années 70, Centre Pompidou, Abattoir de Toulouse, FNAC, Musée d'art moderne de Saint-Étienne, d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, le Guggenheim de New York, l'Art Institute de Chicago, le Stedelijk Museum d'Amsterdam, les musées royaux de Belgique, Musée national du Monténégro, Musée d'art contemporain de Belgrade, et même un musée qui porte son nom au Monténégro qui a été inauguré en 1991 à Cetinje, dans sa ville natale. Enfin, l'exposition d'hommage qui est organisée ici à Sérignan et qui fermera, je crois, dans 2 jours. Exactement. Voilà. Donc le problème de la reconnaissance muséale ne se pose absolument pas pour Dado. Le problème qu'a posé cette œuvre a été un problème d'appréhension critique et de définition, d'intégration en réalité dans un mouvement prédéfini de l'histoire de l'art. C'est un problème qui est toujours en cours. Pour Michel Pépiard encore, je me suis beaucoup servi de cet entretien pour préparer cette conférence qui est reproduite d'ailleurs sur le site internet. L'horreur et la peur sont enracinées dans sa vie depuis toujours et dans son art, il les fait ressortir, il les réinvente. On parle souvent pour qualifier l'œuvre de Dado de chaos lugubre, de fantasme de terreur, de morbidité. Pire que tout, mais dans le meilleur des cas, enfin je ne sais pas trop comment qualifier ça, de surréalisme, on le qualifie de surréalisme. Ce qui pour les Occidentaux peut être perçu comme surréaliste est en réalité, et j'insiste vraiment là-dessus, considéré comme fantastique ou fantaisiste pour les gens des pays de l'Est, en tout cas dans les pays de l'Est. Et il y a un lien très étroit à observer avec la littérature fantastique, notamment russe. Gogol, passionné d'Ado, et dans le prolongement de Gogol, on a un autre grand écrivain qui est Mikhail Bulgakov, j'en ai déjà parlé. Dado disait de lui-même qu'il était un terroriste de l'art. Et il avait intitulé son site internet le syndrome d'Ado, le terme syndrome, faisant référence bien entendu à la dimension médicale de son œuvre. Alfred Pacman a trouvé une formule qui me semble relativement juste et qu'il a prononcée dans le cadre du discours d'hommage en janvier 2011 à la chapelle Saint-Luc de Gisors. Il dit de Dado qu'il s'inscrit dans une tradition culturelle où la peinture sert à initier l'individu à son destin. Moi, je pense que cette formule est parfaitement juste. En ce qui me concerne, ce n'est pas l'esprit de Dado ni même sa peinture qui était morbide ou surréaliste, mais bien le monde dans lequel il a vécu et dans lequel nous vivons aussi. Il n'y avait dans son œuvre aucun fantasme de terreur. La terreur était bien entendu présente dans la réalité sous ses yeux dès sa plus tendre enfance, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Europe en guerre, dans l'histoire des pays de l'Est, et dans cette sempiternelle histoire, bien sûr, des hommes entre eux qui nous avancent comme des petits monstres affreux, hurlants, grimaçants, grotesques, écœurants, toujours drôles en tout cas, et qui ne s'arrêtent jamais de gueuler. Au-delà de ces considérations métaphysiques, Dado avoue chercher à se plonger ailleurs quand il travaille, et il dit qu'il a cherché, à travers la peinture, le dessin et à travers son œuvre, à échapper à la vie. Je lui avais demandé, pour finir, si peindre, ce n'était pas aussi faire de la musique avec des pinceaux. Et j'avais abordé le problème de la musicalité dans son œuvre. Je vous présente une partie très mal reproduite, mais c'est le dessin qui se trouve juste derrière vous, le troisième en partant de la gauche. De 1965, pour le premier, voilà, donc là, vue de la salle, et celui-ci, sans titre, toujours de 1959. Ces dessins sont pour moi de véritables portées musicales et de véritables inscriptions rythmiques. Et lorsque je lui avais posé la question de la musique et de la musicalité dans son œuvre, Dado m'avait répondu: vous venez de prononcer des mots assassins, la musique, c'est pour ça bien sûr que je dessine à la plume. Je fais de la musique avec la plume et je dessine tous les jours. Autre dimension à ne jamais perdre de vue, celle de la composition improvisée, qui transparaît parfaitement dans la partie dessinée de son œuvre. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, profitez-en. Et mille merci, Charlotte. Nous sommes deux pour y répondre, parce que là, il connaît très bien l'œuvre de Dado.
Moi, j'en parle toujours comme ça. Voilà. Vous avez des questions, peut-être? Après, je pense, un vrai plaisir de revoir les dessins après tous ces éclairages et ces ouvertures sur l'œuvre de Dado, de refaire un tour, vous allez revoir les œuvres. Oui, bien sûr. J'aimerais savoir un petit peu, au final, finalement, c'est-à-dire que vous avez parlé de la position distanciée de Dado par rapport à l'humanité, pour aller très vite, mais en même temps, la part de déconstruction qui a été la sienne, de la rhétorique dans le dessin ou dans la peinture, comme vous avez évoqué le rapport avec Céline, qui a été un grand déconstructeur, évidemment, de la rhétorique conventionnelle, oui, traditionnelle, ainsi de suite. Donc, j'aimerais savoir, étant donné qu'au début, bon, je pense qu'il y a un traumatisme dû au milieu qu'il fréquentait, ou qui était le sien plutôt, avec ses parents, c'est-à-dire le côté clinique, médical, hospitalier, un petit peu, oui, et la biologie de la part de sa mère. Donc, il y a cette pénétration des problèmes humains, apparemment, il me semble, et ça c'est à vous à me l'expliciter un détail un peu plus, quoi. Et il y a aussi ce rejet en même temps, cette distance, c'est-à-dire qu'il y a une forme de dégoût, mais qui est peut-être venu postérieurement. C'est-à-dire qu'il s'est trouvé, disons en Paris, davantage dans l'Occident profond par rapport à la Yougoslavie, qui était quand même, parce que le Monténégro, c'est quand même un coin qui était un peu arriéré, quoi, à mon sens, même si c'est magnifique du point de vue. Parce que là, il montre des gens, des personnes, des têtes de personnages, mais ils ne sont jamais en situation. Il n'y a pas de paysage, il n'y a pas de. Ils ne sont pas inclus dans une société ouvrageante ou ouvrante, ainsi de suite. En fait, c'est. Je vois quelqu'un qui est vraiment loin de tout ça. C'est une impression. Alors, je voudrais que du point de vue métaphysique, vous me situiez davantage. En deux mots. C'est très difficile de répondre en 2 mots à cette question. Enfin, moi, je mettrais un bémol. Il y a une distance qui s'instaure. Moi, j'ai plutôt l'impression, bien sûr qu'il y a une distance et bien sûr qu'il y a un rejet. Mais c'est pas un rejet célinien. D'ailleurs, Dado m'avait complètement, en me répondant canard sur l'étang à la question, moi je lui avais posé cette question de Céline. Je lui avais parlé d'un monde qui pue et qui n'en finit pas de puer parce que c'est clairement ce qui se passe dans l'œuvre de Céline. Chez Céline, c'est une saveur qui est parfaitement indigeste. J'ai pas cette impression du tout chez Dado. Parce qu'en plus, alors il y a cette distance, on passe vraiment d'une appréhension du corps dans cette perspective telle que je l'ai démontré, anatomique, dermatologique, quasi dans une vision microscopique, à un sujet qui va basculer, qui va devenir une espèce de pomme de Cézanne. En fait, à partir d'un sujet maîtrisé, d'une représentation, on est dans une composition. Il y a, pour moi, ce qui est à retenir, j'ai parlé de jubilation de la peinture, d'amour de la peinture, et de jubilation du dessin. On est face à l'œuvre de quelqu'un qui est dans le plaisir de peindre. C'est quelque chose de parfaitement visible. Alors, le sujet est ce qu'il est. Pour moi, Dado, dans la seconde moitié du XXe siècle, si on tient compte des écrivains des écrivains et des peintres qui ont travaillé sur la figure humaine et sur l'humanité dans cette perspective de rejet et de dégoût et de détestation, pour moi, Dado est celui qui a trouvé une issue. C'est pas un univers sans fin. Dado a trouvé une issue. Il y a quelque chose qui, pour moi, comme je le disais dans le cadre de cette conférence, on est toujours sauvé par un éclat de rire ou par la beauté de la matière, par cette ascension aussi de la figure. Je veux dire, l'ascension, c'est un mouvement, c'est un élan. L'émergence de la figure, ce sont des valeurs qui sont très positives. Je pensais à l'ironie dadaïste, parce que vous avez parlé de Ernst, de Arc, je crois. Mais il était très proche. Et en même temps, vous avez parlé quand même aussi de Ajar.
Non, il est Romain Gary. Romain Gary. Oui. C'est-à-dire que la suite de s'être moqué un peu de la littérature d'une certaine façon, en produisant deux œuvres parallèles, bon, il a eu deux fois le prix Goncourt, vous le savez, tout ça, et en même temps il s'est suicidé, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était ambassadeur et qui avait fait le tour un peu de la problématique humaine, disons, relativement. Donc il y avait un rejet, et c'était dans ce cas de rejet que je me situais. Et là, vous êtes en train de me dire que c'est pas exactement ça, et qu'il y a plutôt une positivité dans l'appréhension qu'il a. Il n'a pas une appréhension positive de l'homme et de l'humanité, ça, il ne faut pas se leurrer. De toute façon, oui, non, bien sûr. Non, mais ça, c'est évident. Mais, non, mais c'est évident, il dresse un constat du rouage humain et de l'humanité qui... Donc, en début de conférence, Charlotte a parlé du grand compagnon de Dado, qui est ce peintre qui s'est suicidé. Mais chez Dado, il y avait de Bernard Récuchot, et chez Dado, il y avait une vraie envie de vivre et de continuer de peindre. Donc, il n'y avait pas un désespoir, cet amour du vivant. En fait, lui, il fait ce constat, il fait un constat qui, à mon sens, est parfaitement... Après, c'est chacun son point de vue, mais qui est parfaitement lucide sur la façon dont fonctionne l'humanité. On ne peut pas dire le contraire. Depuis 1945, voilà, donc une fois le constat fait, une fois le sujet trouvé, par ailleurs, pour moi, dans la grande ferme, est véritablement couché sa vision de l'humain, mais véritablement, avec ses apparences de jugement dernier sans bien ni mal, et vraiment ces notions antémorales. Une fois dépassé ce constat, on est vraiment... C'est un peintre, c'est un créateur, et il est dans le plaisir pour moi, il y a ce plaisir. Vous voyez ce qu'on a autour de nous, pour moi, c'est pas une œuvre... C'est quand même extrêmement angoissant pour nous de voir ça. Ça, c'est ce que chacun y projette. Moi, par exemple, si je regarde ce tableau, là, qui est des sortes de morts-vivants dans ces fonds sous-marins, mais si vous observez ce personnage assis, il est sacrément drôle quand même, avec son nez de clown, etc. Et moi, je trouve aussi qu'il y a quelque chose de positif. Après, il y a des gens qui voient l'œuvre de Dado, comme l'a décrit Charlotte, n'y voient que quelque chose de l'ordre du tragique, de l'horreur, du monstrueux. Mais c'est comment Charlotte a tenté de nous montrer qu'elle y voyait quelque chose de positif et qui vient transfigurer, qui amène dans le tragique, mais qui tout d'un coup fait... Avec cette dimension comique, parce que ces personnages hurlants et grimaçants, quand on entre dans l'univers de Dado, sont parfois... les ivrognes du Belge, par exemple, moi je reviens sur ce dessin, pour moi c'est vraiment ce type de croquis, voilà, c'est un éclat de rire. Et en plus, il finit par... Moi, je trouve qu'il y a une tendresse de la part du peintre pour ces personnages. À force de les travailler, il y a une tendresse qui s'installe. Et puis, il a une façon de les croquer, il a une façon de les représenter, de les faire rire, de les faire grimacer, qui est très drôle et qui est toujours extrêmement contemporaine, parce que de l'esthétique de la grande ville, c'est quelqu'un de très intégré dans son époque, toujours décennie par décennie. Il a toujours été complètement au fait de son époque esthétiquement, jusqu'à... je veux dire, des peintures qui ressemblent à du graphe, et voilà, ça, on est vraiment dans les méchantes petites filles. En plus, il y a toujours, on sent bien qu'il y a du jeu, quoi. Et d'ailleurs, les derniers dessins qui sont dans le cabinet d'art graphique, que Charlotte a montré en début de conférence, qui sont les dessins qu'il a réalisés pour sa petite fille, donc il y avait à peine quelques mois à l'époque, Biotime. Ils sont d'une douceur, et c'est les derniers dessins. Il y a une espèce de chose qui se apaisante dans ces dessins, et pourtant c'est un amas de personnages déformés, etc. Mais il y a une espèce de chose déjà dans les couleurs. Justement dans cet amas de personnages déformés, et notamment une projection tout début de la conférence. Moi j'ai dit immédiatement, ça c'est Jérémie Bosch. Et on n'a pas parlé un seul instant. Oui, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr, Bosch, Bruegel, évidemment. Parce qu'on en parle trop souvent de Bosch et de Bruegel. Non, mais c'est vrai que moi, non, mais bien sûr. Mais quand je vous parlais de Mediala et de cette obsession du vivant, de la mort traversée par la fantaisie, c'était vraiment, oui, bien sûr. J'ai choisi Mantegna et Schopenhauer cette fois-ci parce qu'on ne les montre pas souvent et que c'était l'occasion
de les rappeler à la mémoire, mais évidemment. Non, il n'est pas quand même facile de sortir du positif du négatif, comme le dit Hegel, c'est-à-dire quelque chose qui soit enthousiasmant à la longue. Vous voyez, là, on est sur quelque chose de plat et uniforme de ce point de vue. Mais vous m'avez très bien répondu. Il n'arrivera pas à dire Je ne veux pas parler. Non, mon propos est plutôt sur l'œuvre d'Ado. Il me semble autant que l'œuvre d'Ado s'est imposée dans les musées, dans l'histoire de l'art, mais le peintre d'Ado ne m'apparaît pas être quelqu'un